Dans l'univers automobile, un bouleversement est en train de se produire sous nos yeux, et il aurait semblé presque inimaginable il y a seulement quelques années. Des constructeurs autrefois associés à des modèles emblématiques, capables de marquer plusieurs générations d'automobilistes, doivent aujourd'hui se battre simplement pour conserver leur place sur le marché. Certaines usines ralentissent fortement leur activité, d'autres cessent complètement de produire, tandis que plusieurs concessions voient passer beaucoup moins de clients qu'auparavant. Et quand on observe les résultats financiers, il devient difficile d'ignorer l'ampleur du problème. Chez Autotop, nous allons donc nous intéresser à 5 marques automobiles dont l'avenir pourrait devenir particulièrement incertain avant la fin de cette décennie. Et ne pensez surtout pas qu'il s'agit uniquement de petits constructeurs confidentiels dont personne n'a jamais entendu parler. Plusieurs noms présents dans cette sélection ont longtemps fait partie des acteurs les plus puissants de l'industrie et semblaient, pendant des années, presque impossibles à déstabiliser. C'est justement ce qui rend la situation actuelle aussi intéressante à suivre. Une demande qui s'essouffle, des choix stratégiques parfois difficiles à comprendre et une concurrence toujours plus agressive fragilisent aujourd'hui même les groupes les mieux installés. Certaines marques que vous allez découvrir dans cette vidéo risquent d'ailleurs de vous surprendre, car leur réputation passée ne laisse pas forcément imaginer les difficultés qu'elles traversent désormais. Installez-vous confortablement et pensez à partager cette vidéo avec une personne qui suit de près l'actualité automobile. Les 5 marques que nous allons examiner montrent parfaitement à quel point la hiérarchie du secteur peut basculer rapidement, même pour des constructeurs que beaucoup considéraient encore récemment comme indestructibles. À la 5e place, on commence avec une marque que très peu de gens auraient imaginé retrouver dans une telle sélection, Volkswagen. Pendant des décennies, le premier constructeur automobile européen semblait presque impossible à ébranler. Pourtant, le groupe traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus délicates de son histoire récente. Et la situation est suffisamment sérieuse pour pousser la direction à envisager des décisions qui, il y a encore quelques années, auraient paru totalement inconcevables chez Volkswagen. Pour la première fois depuis la création de l'entreprise, il y a environ 87 ans, l'hypothèse de fermer plusieurs sites de production allemands a même été évoquée. Rien que cela suffit à mesurer l'ampleur du changement. Mais pour comprendre pourquoi Volkswagen se retrouve sous une telle pression, il faut regarder bien au-delà de Wolfsburg, à plusieurs milliers de kilomètres de là, vers un marché devenu absolument crucial. La Chine. Pendant très longtemps, la Chine a constitué l'un des piliers les plus importants de Volkswagen. Les automobiles allemandes y bénéficiaient d'une excellente réputation et le groupe y écoulait des volumes considérables année après année. Mais le marché a profondément changé. Les constructeurs chinois ont progressé à une vitesse impressionnante, avec BYD parmi les acteurs les plus offensifs, et Volkswagen s'est soudain retrouvé face à des concurrents capables d'avancer très rapidement sur l'électrique, les logiciels et surtout les prix. Cette transformation a progressivement fragilisé la position du groupe en Asie, pendant que les marques chinoises continuaient de gagner du terrain. Volkswagen avait longtemps pu compter sur la force de son image et sur la fidélité de ses clients, mais le virage vers la voiture électrique a été beaucoup plus rapide que prévu. Et le problème ne s'est pas arrêté là, car certains modèles censés incarner cette nouvelle génération ont eux-mêmes rencontré des difficultés. Le Volkswagen ID.4 est probablement l'un des exemples les plus parlants. Ce SUV électrique devait représenter une partie importante de l'avenir du groupe et devenir l'une de ses références dans la nouvelle ère de la mobilité électrique. Mais au lieu de s'imposer uniquement pour ses qualités, l'ID.4 s'est aussi retrouvé régulièrement associé à différentes campagnes de rappel. À eu début de l'année 2026, plusieurs dizaines de milliers de véhicules ont dû faire l'objet de contrôles. Sur certains exemplaires, l'attention portait sur des cellules de batterie dont certains éléments auraient pu être mal positionnés lors de la fabrication. Une autre série de véhicules nécessitait également une vérification ou une mise à jour logicielle destinée à mieux détecter d'éventuelles anomalies au sein du système de batterie. Pour certains propriétaires, cela s'est traduit par des recommandations particulièrement contraignantes. Il leur a notamment été conseillé, pendant une certaine période, de ne pas dépasser environ 80% de charge et d'éviter certaines bornes de recharge rapide très puissantes. Dans quelques situations, il était même recommandé de stationner le véhicule à l'extérieur par précaution. Imagine maintenant la situation du point de vue de l'acheteur. Tu dépenses plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un véhicule électrique moderne en pensant profiter d'une utilisation simple au quotidien. Puis, peu de temps après, tu reçois des consignes qui limitent précisément certaines des fonctions que tu comptais utiliser normalement. Pour Volkswagen, difficile d'imaginer pire scénario en matière d'image pour l'un de ses modèles électriques les plus stratégiques. Quelques mois plus tard, certains propriétaires ont même choisi de porter le dossier sur le terrain juridique. Leur position était simple, avec ces restrictions recommandées, ils estimaient ne plus pouvoir utiliser leur véhicule dans les conditions qu'ils pensaient avoir achetées. À partir de là, ce qui ressemblait au départ à un problème technique a commencé à toucher un élément encore plus précieux pour un constructeur automobile, la confiance de ses clients. Et penser que toute cette pression concerne uniquement l'ID.4 serait une erreur. Les difficultés touchent beaucoup plus largement l'ensemble du groupe Volkswagen. Audi, Porsche ou encore Seat doivent elles aussi composer avec un environnement plus compliqué, une concurrence plus agressive et des marges davantage sous tension.
Le véritable enjeu dépasse donc largement un seul modèle. Il s'agit de savoir si tout le groupe peut adapter assez rapidement sa stratégie à une industrie automobile qui fonctionne désormais selon de nouvelles règles. C'est précisément ce qui rend la situation aussi symbolique. Pendant des décennies, Volkswagen a été l'un des grands ambassadeurs mondiaux de l'image du Made in Germany. Qualité de fabrication, savoir-faire technique et ingénierie allemande faisaient presque partie intégrante de l'identité de la marque. Aujourd'hui, pourtant, le groupe réfléchit ouvertement à revoir en profondeur sa production, ses coûts ainsi que sa manière de développer les futurs véhicules. Même les relations avec les salariés connaissent une transformation importante. Les syndicats, historiquement très puissants chez Volkswagen, doivent désormais participer à des discussions portant sur des économies et des restructurations qui auraient semblé presque irréalistes quelques années auparavant. La question des effectifs illustre parfaitement ce changement. Plusieurs programmes de réduction des dépenses et de réorganisation à long terme sont étudiés, avec potentiellement des dizaines de milliers de postes concernés à l'échelle mondiale. Pour une entreprise longtemps associée à la stabilité de l'emploi industriel et dans laquelle plusieurs générations d'une même famille ont parfois travaillé, le changement est considérable. Dans le même temps, la baisse des marges, l'intensification de la concurrence internationale et l'augmentation de certains coûts commerciaux compliquent encore davantage l'équation. À elles seules, d'éventuelles nouvelles taxes douanières américaines pourraient représenter pour le groupe plusieurs milliards d'euros de charges supplémentaires chaque année. Mais un autre élément montre encore mieux à quel point Volkswagen est en train de revoir sa copie. Le constructeur envisage de réduire fortement ses capacités industrielles. Là où son outil de production pouvait être dimensionné pour environ 12 millions de véhicules par an, l'objectif pourrait progressivement se rapprocher de seulement 9 millions d'unités. Autrement dit, Volkswagen ne cherche plus uniquement à produire toujours davantage. Le groupe tente surtout de devenir plus compact, plus rentable et plus réactif afin de rester compétitif dans une industrie qui évolue à une vitesse rarement observée auparavant. Pour l'Allemagne, cette transformation dépasse largement le simple cadre de l'automobile. Volkswagen fait partie de l'histoire industrielle du pays. Des régions entières dépendent directement ou indirectement de ses activités, et des familles travaillent pour le groupe depuis plusieurs générations. C'est précisément pour cette raison qu'il aurait été difficile d'imaginer, il y a encore quelques années, que le plus grand constructeur automobile d'Europe puisse un jour envisager simultanément des fermetures d'usines, d'importantes réductions de coûts et une diminution aussi marquée de ses capacités de production. Les prochaines années seront donc déterminantes. Et 2027 pourrait devenir un véritable test pour Volkswagen. Soit le groupe parvient à accélérer sa transformation et à reprendre du terrain face à une concurrence totalement renouvelée, soit il devra accepter de devenir une entreprise très différente de celle qui a dominé le marché automobile européen pendant des décennies. À la 4e place, on retrouve une marque dont l'image semblait autrefois indissociable de l'aventure, des terrains difficiles et d'une mécanique capable d'encaisser presque n'importe quoi, Jeep. Pendant des décennies, peu de constructeurs ont réussi à incarner l'univers du tout-terrain avec autant de force. Pourtant, la situation actuelle est bien différente. Depuis plusieurs années, la marque voit une partie de sa clientèle s'éloigner, tandis que chez certains concessionnaires, les véhicules restent en stock bien plus longtemps qu'auparavant. Une partie du problème vient directement du positionnement choisi par Jeep. La marque a progressivement voulu monter en gamme, en rapprochant certains de ses modèles de l'univers premium. Et cette ambition s'est accompagnée d'une hausse importante des tarifs. Aujourd'hui, un Wrangler relativement simple peut facilement dépasser les 45 000 €, tandis que certaines versions très bien équipées peuvent rapidement approcher les 65 000 €. En soi, un tarif élevé n'est pas forcément un problème. Les acheteurs acceptent souvent de payer davantage lorsqu'ils ont réellement le sentiment de recevoir une qualité supérieure en échange. Mais c'est précisément là que les interrogations commencent pour Jeep. À mois de juillet de cette année, le stock disponible chez les concessionnaires Jeep aux États-Unis représentait par moment environ 160 jours de vente. C'est presque 2 fois plus que la moyenne du secteur, située autour de 80 jours. À titre de comparaison, Toyota se trouvait autour de 37 jours et Honda autour de 48. Autrement dit, certains modèles Jeep mettaient nettement plus de temps à trouver preneur que ceux de plusieurs concurrents directs. Comme si cette situation n'était pas déjà suffisamment compliquée, un autre dossier est venu accentuer la pression. En juin 2026, Stellantis a lancé une campagne de rappel particulièrement importante. Aux États-Unis, plus d'1 million de Jeep Wrangler et Gladiator étaient concernés. À l'échelle mondiale, le total dépassait même 1 300 000 véhicules. Le problème était lié à une connexion électrique située au niveau du système de direction assistée. Dans certaines conditions, cette zone pouvait générer une température anormalement élevée, avec le risque d'endommager certains composants et de provoquer un incident thermique sérieux. Ce qui rendait le sujet encore plus préoccupant, c'est que le phénomène ne concernait pas uniquement les véhicules en circulation. D'après les autorités chargées de la sécurité routière, certains exemplaires pouvaient rencontrer un problème alors même qu'ils étaient stationnés. Le moteur n'avait donc pas besoin d'être allumé et le véhicule n'avait pas besoin de rouler pour que le risque existe. Stellantis a reconnu plusieurs incidents associés à ce défaut, ainsi qu'au moins un cas dans lequel une personne aurait été blessée.
Par mesure de précaution, certains propriétaires ont donc reçu la recommandation de garer leur Jeep à l'extérieur, loin des bâtiments et des autres véhicules, jusqu'à ce que l'intervention nécessaire puisse être réalisée. Imagine un instant la réaction d'un client. Tu achètes un tout-terrain dont la réputation repose depuis des décennies sur la solidité et la résistance, puis tu découvres qu'il vaut mieux éviter de le stationner juste à côté de chez toi tant qu'une réparation n'a pas été effectuée. Pour une marque comme Jeep, ce genre de situation peut avoir un impact considérable sur son image. Et pourtant, les critiques ne sont pas apparues avec cette seule campagne de rappel. Depuis plusieurs années, certains propriétaires signalent des infiltrations d'eau, des dysfonctionnements de transmission ou encore des problèmes électroniques parfois difficiles à identifier. Des modèles comme le Grand Cherokee et le Compass ont également fait l'objet de remarques concernant des logiciels qui peuvent manquer de réactivité ou se bloquer pendant l'utilisation. C'est là que la situation devient presque paradoxale. Jeep s'est construit autour de véhicules conçus à l'origine pour fonctionner dans des environnements extrêmement exigeants. Son identité mondiale repose sur une mécanique relativement simple, de véritables capacités en dehors des routes goudronnées et une robustesse qui a contribué à bâtir sa légende. Aujourd'hui, certains acheteurs se posent donc une question très différente. Pourquoi accepter des tarifs de plus en plus proches de ceux de marques traditionnellement premium si la finition, les systèmes électroniques et la fiabilité ne donnent pas toujours l'impression d'avoir progressé au même rythme? Plusieurs enquêtes consacrées à la fiabilité et à la satisfaction des propriétaires ont également placé Jeep sous pression au cours des dernières années. Le problème ne peut donc plus être résumé à quelques témoignages isolés publiés sur Internet. Chez une partie des clients, la confiance envers la marque semble clairement s'être fragilisée. Et c'est peut-être là que se trouve l'une des erreurs les plus importantes de sa stratégie récente. En voulant devenir plus chère, plus sophistiquée et plus exclusive, Jeep a peut-être pris le risque de s'éloigner de ce qui avait fait son succès. Beaucoup de passionnés ne recherchaient pas nécessairement un SUV luxueux portant le logo Jeep. Ils voulaient surtout un vrai tout-terrain, solide, accessible et fidèle à l'esprit qui accompagne ce nom depuis des décennies. Aujourd'hui, cette évolution commence clairement à se refléter dans les résultats et dans la perception du public. Avant de découvrir les 3 cas encore plus préoccupants de cette liste, si cette vidéo t'aide à mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans l'industrie automobile, pense à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Ce simple geste nous aide énormément à continuer de rechercher, vérifier et expliquer ce type de sujet automobile de manière claire et accessible. À la 3e place, on retrouve un constructeur japonais dont la trajectoire actuelle laisse beaucoup de passionnés perplexes, Mitsubishi. Il fut pourtant une époque où ce nom évoquait immédiatement l'audace technique, la compétition automobile et une véritable culture de l'ingénierie. Des modèles comme la Lancée Evolution sont devenus mythiques et ont démontré, sur les rallyes du monde entier, jusqu'où Mitsubishi pouvait aller sur le plan technologique. Aujourd'hui, cette période glorieuse semble pourtant très lointaine. Dans plusieurs marchés importants, les ventes de la marque ont fortement reculé. En parallèle, certains concessionnaires abandonnent progressivement leur représentation Mitsubishi, tandis que le constructeur réduit sa présence dans différentes régions où il occupait autrefois une place beaucoup plus importante. Son retrait définitif du marché chinois a d'ailleurs été particulièrement symbolique, compte tenu de l'importance de la Chine dans l'industrie automobile mondiale. Les résultats financiers montrent aussi que la situation est devenue beaucoup plus tendue. Sur les 9 premiers mois d'un exercice fiscal, Mitsubishi a annoncé une perte nette équivalente à environ 27 millions d'euros. Un an plus tôt, l'entreprise affichait encore un bénéfice supérieur à 33 milliards de yens. Et la rentabilité opérationnelle s'est également fortement dégradée. Le bénéfice d'exploitation a chuté de près de 70%, tandis que les ventes mondiales reculaient d'environ 6% sur la même période. Au total, le constructeur a écoulé un peu moins de 590 000 véhicules. Mais ce qui interpelle encore davantage, c'est la rapidité avec laquelle Mitsubishi a dû revoir ses propres prévisions. Dans certaines estimations, le groupe a réduit ses attentes de bénéfices de plus des 3 quarts en très peu de temps. Cela montre que les difficultés ne se limitent pas à un problème structurel sur plusieurs années. Même à court terme, la visibilité semble devenue beaucoup plus incertaine. Aux États-Unis, l'affaiblissement de la marque apparaît de manière particulièrement claire. Depuis 2019, Mitsubishi y a perdu 56 points de vente. Cela représente environ 16% de son réseau de distribution et l'une des contractions les plus importantes observées chez les constructeurs présents sur le marché américain. Pour les concessionnaires eux-mêmes, l'équation devient également de moins en moins intéressante. La marge moyenne réalisée sur la vente d'un Mitsubishi neuf peut parfois tomber sous les 2%. Dans ces conditions, certains professionnels finissent naturellement par se demander s'il est encore rentable de consacrer de l'espace, du personnel et du stock à cette marque. Un autre détail illustre parfaitement la faiblesse de la demande. Même plusieurs années après l'arrêt de la Mirage, certains concessionnaires américains disposaient encore d'exemplaires neufs jamais immatriculés. Autrement dit, des voitures appartenant à un modèle déjà retiré de la production attendaient toujours leur premier propriétaire. Le problème ne concerne pas seulement les anciens modèles. Les véhicules censés aujourd'hui porter l'essentiel des ventes Mitsubishi ont eux aussi été mis sous pression.
L'Outlander Sport et l'Eclipse Cross ont enregistré des baisses importantes sur certaines périodes comparables. Une situation particulièrement délicate, puisque ces SUV constituent justement une grande partie de l'offre actuelle de la marque. Pour de nombreux passionnés historiques, une autre décision reste difficile à accepter, celle d'avoir réutilisé le nom Eclipse pour un crossover. Le Mitsubishi Eclipse originel était un coupé sportif qui a marqué toute une génération, notamment pendant les années 90 et au début des années 2000. Bien plus tard, Mitsubishi a lancé l'Eclipse Cross, un SUV dont la philosophie comme la conception n'avait pratiquement plus rien en commun avec la sportive qui portait autrefois ce nom. Pour les amateurs de la marque, ce choix a été perçu comme un symbole assez révélateur. Mitsubishi semblait utiliser l'un de ses noms les plus emblématiques tout en s'éloignant de l'esprit qui avait justement rendu ce modèle célèbre. Après la disparition de la lancée Evolution et l'arrêt de petites voitures comme la Mirage, la gamme repose aujourd'hui principalement, dans de nombreux pays, sur des SUV et des crossovers. Et même parmi eux, certains ne sont plus entièrement issus d'un développement propre à Mitsubishi. En Europe, le Mitsubishi ASX en est probablement l'exemple le plus évident. La génération actuelle reprend largement la base du Renault Captur dans le cadre de la coopération entre les deux constructeurs. Cette solution permet naturellement à Mitsubishi de réduire considérablement les coûts de conception, mais elle révèle également à quel point la marque dépend désormais de ses partenaires pour renouveler son catalogue. C'était d'ailleurs l'un des grands objectifs de l'alliance avec Renault et Nissan. Partager des plateformes, des motorisations et différentes technologies afin de limiter les dépenses et d'accélérer l'arrivée de nouveaux modèles. Mais dans le cas de Mitsubishi, cette coopération produit aujourd'hui un effet un peu différent sur son image. Lorsque l'essentiel des bases techniques est développé par des partenaires plus importants, et que Mitsubishi reprend plusieurs éléments déjà disponibles au sein de l'alliance, certains observateurs commencent à se demander ce qu'il reste réellement de l'identité technique propre à la marque. C'est probablement là que la rupture avec le Mitsubishi d'autrefois apparaît le plus. Clairement. À une certaine époque, ce constructeur japonais n'hésitait pas à défier Toyota, Subaru et d'autres géants sur certaines des épreuves de rallye les plus exigeantes de la planète. Il lançait des voitures originales, parfois audacieuses, avec des solutions techniques qui pouvaient même sembler en avance sur leur époque. Aujourd'hui, Mitsubishi adopte une posture beaucoup plus prudente dans de nombreux marchés. L'objectif n'est plus tellement d'imposer une tendance ou de surprendre l'industrie, mais plutôt de réduire les dépenses, de s'appuyer sur des alliances et de rester compétitif avec une gamme plus réduite. Le contraste est donc immense. La marque qui faisait autrefois rêver avec la lancée Evolution, l'Eclipse et ses nombreux succès en compétition est devenue un constructeur qui cherche avant tout à préserver sa place dans un secteur automobile toujours plus difficile. C'est précisément ce qui rend le cas Mitsubishi si intéressant dans cette liste. Son problème n'est absolument pas un manque d'histoire, bien au contraire. Peu de constructeurs japonais peuvent revendiquer un passé aussi riche et aussi passionnant. Toute la question est désormais de savoir si Mitsubishi parviendra à transformer cet héritage en une nouvelle identité capable de lui assurer un avenir. À la deuxième place, on retrouve une marque pour laquelle un sujet particulièrement sensible commence à prendre de plus en plus d'importance, la fiabilité. Lincoln, la division haut de gamme de Ford, a profondément transformé son identité au cours des dernières années. Le problème, c'est que cette évolution ne semble pas convaincre tous les acheteurs. Lorsqu'un client dépense plus de 75 000 € pour un grand SUV premium, il n'achète pas uniquement du confort, une belle présentation ou le prestige d'un badge. À ce niveau de prix, il s'attend surtout à pouvoir utiliser son véhicule sans avoir constamment à se demander quelle fonction risque de lui poser problème. Et c'est précisément sur ce terrain que Lincoln commence à être davantage critiqué. Plusieurs véhicules de la gamme ont été concernés par des campagnes de rappel, des anomalies électroniques ou différents dysfonctionnements techniques. Certains propriétaires signalent des écrans qui cessent de fonctionner, des aides à la conduite qui ne réagissent pas toujours comme prévu ou encore des passages en atelier durant la période de garantie qu'ils n'imaginaient pas devoir multiplier après avoir choisi un modèle aussi coûteux. Le Lincoln Aviator illustre particulièrement bien cette situation. Ce grand SUV est l'un des véhicules les plus sophistiqués du catalogue de la marque, mais cette complexité s'accompagne aussi de témoignages concernant la transmission et différents équipements électroniques. Le système de caméra offrant une vision panoramique en est un exemple. Sur certains exemplaires, l'image peut disparaître temporairement et laisser place à un écran bleu. Cela devient particulièrement gênant lorsqu'on effectue une marche arrière, puisque l'équipement censé améliorer la visibilité et faciliter les manœuvres peut soudainement devenir inutilisable au moment où le conducteur en a besoin. Le Nautilus n'échappe pas non plus aux critiques. Ce modèle a lui aussi été concerné par plusieurs rappels, notamment pour certains composants électriques susceptibles de présenter des anomalies dans des circonstances particulières. À cela viennent s'ajouter des retours concernant son immense interface numérique installée dans l'habitacle. Et sur une voiture moderne, perdre un écran de cette importance ne signifie plus simplement perdre la musique ou le guidage GPS. Une partie des informations utiles à la conduite peut désormais passer par ces interfaces. Lorsqu'elles cessent de fonctionner en circulation, l'expérience est donc bien plus perturbante qu'avec un ancien système multimédia indépendant. Un autre choix a également surpris une partie de la clientèle historique de Lincoln,
La génération actuelle du Nautilus est fabriquée en Chine. Cela ne signifie évidemment pas qu'un véhicule produit en Chine soit automatiquement inférieur sur le plan technique. Mais pour un constructeur ayant construit pendant des décennies une grande partie de son image autour du luxe américain et de la tradition automobile des États-Unis, cette décision représente tout de même un changement important auquel certains clients doivent s'habituer. Lincoln s'est également retrouvé sous les projecteurs à travers une importante campagne de rappel concernant plusieurs véhicules du groupe Ford. En 2026, plus de 740 000 pick-up et SUV étaient concernés. Parmi eux figuraient notamment les Lincoln Aviator et Navigator, mais également plusieurs Ford comme l'Explorer, l'Expédition et le F-150. Cette fois, l'attention portait sur un élément lié à la transmission et au mécanisme chargé de maintenir le véhicule immobilisé lorsqu'il est stationné. Dans certaines conditions, une pièce pouvait ne pas remplir correctement son rôle, avec la possibilité que le véhicule ne reste pas aussi fermement maintenu en position qu'il devrait l'être. En clair, imagine que tu gares ton SUV premium, que tu quittes le véhicule en pensant naturellement qu'il restera exactement là où tu l'as laissé, alors qu'une fonction aussi élémentaire pourrait, dans certaines circonstances, ne pas se comporter comme prévu. Pour une marque de luxe, ce type de problème est particulièrement délicat. Un client ne dépense pas une somme importante uniquement pour profiter de cuir, d'écrans spectaculaires et d'un moteur puissant. Il paie aussi pour ne pas avoir à se préoccuper de fonctions aussi fondamentales au quotidien. L'Aviator ou le Nautilus ne sont pas les seuls modèles concernés par les critiques. Sur le plus compact Lincoln Corsair, certains propriétaires mentionnent par exemple des vibrations inhabituelles ou des dysfonctionnements occasionnels de certaines fonctions, comme le démarrage à distance. Pris séparément, cela peut sembler relativement mineur. Mais dans l'univers premium, ce sont justement ces petits détails qui peuvent déterminer si un client rachètera la même marque quelques années plus tard ou ira voir ailleurs. Parmi les alternatives capables d'attirer ses acheteurs, il y en a une qui représente depuis longtemps un concurrent redoutable pour Lincoln, Lexus. Alors que Lincoln doit encore répondre aux interrogations liées à l'électronique et à la qualité de certains modèles, Lexus bénéficie d'une réputation particulièrement solide lorsqu'il est question de durabilité sur le long terme. Cette différence devient encore plus visible lorsqu'on observe le marché de l'occasion. Un Lincoln d'occasion peut perdre sa valeur plus rapidement qu'un Lexus comparable. Et la logique derrière ce phénomène est assez simple. Celui qui achète une voiture de seconde main ne regarde pas seulement son niveau d'équipement ou son prix affiché. Il essaie également d'anticiper ce que le véhicule pourrait lui coûter en entretien et en réparation durant les années suivantes. C'est là que Lincoln risque de se retrouver enfermé dans un cercle difficile à inverser. Lorsque les automobilistes commencent à douter de la fiabilité d'un modèle, la demande sur le marché de l'occasion peut diminuer. Une demande plus faible exerce ensuite une pression sur la valeur de revente. Et lorsqu'un véhicule décote fortement, certains acheteurs hésitent davantage à le choisir neuf, sachant déjà qu'ils pourraient perdre une part importante de leur investissement. Le paradoxe, c'est que Lincoln ne manque absolument pas d'arguments lorsqu'il est question de luxe. Certains habitacles sont impressionnants, l'espace à bord est généreux, les équipements de confort sont nombreux et les écrans peuvent donner une véritable impression de modernité. Mais tous ces éléments passent rapidement au second plan lorsque les fonctions essentielles ne donnent pas toujours le sentiment d'être parfaitement maîtrisées. Dans le segment premium, une longue fiche d'équipement ne suffit pas. Une voiture doit encore donner une impression de qualité plusieurs années après son achat et surtout, continuer à accomplir sa mission quotidienne avec le moins de complications possible. Lincoln se retrouve donc face à une étape importante de son évolution. Ford doit désormais prouver que sa marque de prestige est capable d'améliorer durablement la qualité de ses véhicules et de renforcer à nouveau la confiance de sa clientèle. Car si l'écart continue de se creuser face à Lexus et aux autres constructeurs premium déjà bien installés, Lincoln pourrait se retrouver dans une position beaucoup plus difficile au cours des prochaines années que ne l'imaginent aujourd'hui de nombreux automobilistes. Et nous arrivons maintenant au numéro 1, de loin le cas le plus préoccupant de cette sélection. Cette fois, il ne s'agit pas d'un petit constructeur susceptible de disparaître discrètement du paysage automobile. Nous parlons de l'un des groupes les plus puissants de la planète, Stellantis. Sous cette immense structure se trouvent des marques aussi connues que Jeep, Chrysler, Ram, Peugeot, Fiat ou encore Maserati. Jusqu'à présent, la taille de Stellantis lui a permis d'absorber une partie des difficultés rencontrées par ses différentes divisions. Mais cette puissance peut aussi devenir une faiblesse. Lorsqu'un groupe possède autant de marques et que plusieurs d'entre elles rencontrent des problèmes au même moment, ce gigantesque portefeuille devient beaucoup plus complexe à gérer. Certaines de ces marques seraient probablement dans une position encore plus délicate si elles devaient évoluer seules. Chrysler et Maserati, notamment, font face depuis plusieurs années à des ventes insuffisantes, à des gammes parfois trop limitées et à des interrogations croissantes concernant leur stratégie. Mais l'un des dossiers techniques les plus marquants du groupe trouve son origine dans une mécanique qui devait justement symboliser l'efficacité et la modernité. Le 3 cylindres turbo PureTech. Ce moteur utilisait une solution assez particulière avec une courroie de distribution fonctionnant directement dans l'huile moteur. L'objectif paraissait intéressant, diminuer les frottements, réduire le bruit mécanique et améliorer le rendement. Seulement, sur certaines versions, cette conception a fini par devenir une véritable source de complications. Avec le temps,
la courroie pouvait se détériorer sur certains moteurs. De petits fragments risquaient alors de circuler avec l'huile et de perturber le fonctionnement de composants essentiels. Pour de nombreux automobilistes concernés, cela s'est traduit par des réparations potentiellement coûteuses, beaucoup d'incertitudes, et surtout, une perte de confiance envers les marques utilisant cette mécanique. L'ampleur du dossier a entraîné des réclamations dans plusieurs pays européens, des procédures juridiques ainsi que différentes mesures destinées à répondre aux propriétaires concernés. Dans le même temps, Stellantis a profondément revu son organisation industrielle. Certains sites historiques ont eux aussi été touchés par cette transformation, comme l'usine française de Douvrin, dont plusieurs décennies d'activité automobile ont pris fin. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Chrysler doit affronter un problème totalement différent, retrouver une véritable place sur le marché. Cette marque historique américaine a perdu énormément de terrain au fil des années. Sa gamme s'est réduite au point que la Pacifica s'est retrouvée pendant un temps pratiquement seule à porter l'essentiel de son offre. Le contraste avec le Chrysler d'autrefois est impressionnant. Pendant des décennies, la marque proposait des berlines, des voitures familiales et de grands modèles destinés à une clientèle extrêmement large. Aujourd'hui, elle donne parfois l'impression de continuer à exister surtout parce qu'elle bénéficie de la protection et des ressources d'un groupe beaucoup plus vaste. Maserati devait également profiter de la puissance de Stellantis pour retrouver une nouvelle dynamique. L'objectif pour la célèbre marque italienne au trident était clair: moderniser son image, renforcer sa rentabilité et augmenter son influence internationale. Mais jusqu'à présent, les résultats n'ont pas toujours suivi les ambitions. Les ventes mondiales ont subi une forte pression et la manière dont Maserati doit évoluer à long terme a même suscité des interrogations au sein du groupe. Le Grecal permet de comprendre pourquoi certains clients sont devenus plus méfiants. Ce SUV avait une mission stratégique importante: attirer une nouvelle clientèle tout en associant technologie moderne, performance et luxe italien. Pourtant, différents propriétaires ont signalé des anomalies électroniques. Parmi les problèmes évoqués figurent des dysfonctionnements du système multimédia, des caméras de recul pouvant devenir indisponibles, des alertes incorrectes liées aux freins de stationnement électrique ou encore une climatisation dont le fonctionnement ne serait pas toujours régulier. Quelques témoignages ont également fait état de véhicules ayant perdu leur puissance ou dont le moteur se serait coupé de manière inattendue pendant la conduite. Même lorsqu'il reste isolé, ce type de retour est particulièrement sensible pour un véhicule premium, car les attentes des clients augmentent naturellement avec le prix payé. Et il reste encore Jeep. Comme nous l'avons déjà vu plus tôt dans cette vidéo, cette autre marque du groupe Stellantis doit elle aussi composer avec des tarifs élevés, une demande moins dynamique, des stocks importants chez certains concessionnaires et des campagnes de rappel de grande ampleur. C'est précisément ce qui rend la situation du groupe si particulière: les difficultés ne sont pas concentrées sur une seule division. Plusieurs marques doivent résoudre des problèmes différents au même moment. À cela s'ajoute une période de forte instabilité au niveau de la direction du groupe. Or, dans un contexte où les véhicules électriques, les constructeurs chinois et les nouvelles technologies logicielles transforment rapidement le secteur, Stellantis aurait justement besoin d'une stratégie particulièrement cohérente et stable. Le groupe réunit au total 14 marques. Sur le papier, la logique de cette structure est évidente: partager les plateformes et les motorisations, mutualiser les investissements, réduire les coûts de développement et profiter d'un réseau commercial présent dans de nombreuses régions du monde. Mais cette diversité peut également devenir extrêmement difficile à maîtriser. 14 marques, ce sont 14 histoires, des clientèles différentes et des positionnements qui doivent rester suffisamment distincts pour conserver leur intérêt. Lorsque plusieurs modèles commencent à partager une grande partie de leur technologie tout en devenant plus chers, certains acheteurs peuvent légitimement se demander ce qui justifie encore la différence de prix entre deux badges appartenant au même groupe. Lorsqu'un problème technique se surprenne.